Salut, alors je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, comme tous les vendredis. Bon alors aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu unique où l'on retrouve ovnis, poltergeist, créatures étranges, bases secrètes, bref, le bloubi-boulga des phénomènes paranormaux. Et ça se passe où? Forcément, aux États-Unis. Allez, je vous raconte tout ça juste après le générique. Commençons par le début. Le ranch aurait été construit et habité par Kenneth et Edith Myers à partir de 1934, puis revendu en 1994 à Terry et Gwen Sherman, des éleveurs bovins qui cherchaient un endroit où s'installer pérennement. Ils le rachetèrent donc en pensant trouver les terres dont ils avaient besoin. Il faut dire qu'avec ses 200 hectares de prairies, son ruisseau qui borde le nord de la propriété et qui leur apporterait l'eau nécessaire à leur activité, sans compter les bâtiments de ferme déjà prêts à l'emploi, le tout à un très bon prix, c'était pour eux un endroit rêvé. Les Myers, qui n'y habitaient plus déjà depuis 7 ans pour partir habiter en ville, étaient heureux de trouver avec les Sherman des acheteurs pour leur propriété. La vente se fit donc dans la joie et la bonne humeur, seul au l'ombre au tableau, une chose au contrat qui était stipulée. Il était écrit que les Sherman ne devaient pas creuser ou terrasser le terrain sans avertir au préalable les anciens propriétaires. Étrange demande de ceci, mais bon, cela n'allait pas empêcher cette vente de se faire et tout cet avenir radieux qui s'annonçait pour les Sherman. C'est ainsi que cette petite famille, composée des 2 parents, de leurs 2 enfants, ainsi que du grand-père de ceux-ci qui était le père de Terry, d'entrer dans la maison. Très vite, ils y découvrirent des choses étranges. Les portes disposaient d'énormes verrous. Les fenêtres étaient protégées par de lourds volets, eux-mêmes verrouillés par de très grosses barres de fer. Et de chaque côté de la maison, de grosses chaînes étaient accrochées à d'énormes piquets qui semblaient avoir retenu de sacrés molosses. Bon, au final, ce n'étaient que des détails. De drôles de détails, mais des détails quand même. Pas de quoi les inquiéter plus que ça. Ils importèrent donc leur premier bovin et l'élevage commença. Tout se passait bien et ils eurent leur premier veau. Cela aurait pu continuer ainsi, sauf qu'un jour, alors qu'ils chargeaient leur camionnette, ils virent un gros loup au loin. Ils s'arrêtèrent et le loup s'approcha d'eux. En effet, c'était un très grand loup, d'au moins 90 kilos, et celui-ci paraissait domestiqué et se laissa même caresser. Le loup semblait tellement amical que le fils de Terry demanda à le garder en chien pour le ranch. Sauf que lorsqu'un veau passa sa tête entre les barrières, le loup se retourna et bondit d'un grand coup dessus et referma sa gueule sur la tête du pauvre animal. Terry courut secourir le veau et frappa de toutes ses forces le loup, à coups de poing et de pied, mais ce dernier ne sembla pas s'en soucier. Le grand-père saisit alors une batte de baseball dans la camionnette et vint aider son fils. Mais même avec cette arme, le loup ne lâcha toujours pas l'affaire. Terry demanda alors à son garçon d'aller chercher son pistolet, ce que ce dernier se pressa de faire. Et c'est ainsi que Terry tira une balle de 9 mm sur la créature à seulement 3 mètres de distance. Mais encore une fois, le loup ne broncha toujours pas. Il continua encore et toujours à tirer sur la tête du veau pour essayer de lui faire passer la barrière. Il faudra donc 2 balles de plus pour qu'il ne lâche la tête ensanglantée de la pauvre petite vache. Il s'en prit même une 4e qui lui fit reculer un petit peu. Mais même s'il avait lâché sa prise, il n'était visiblement toujours pas blessé. Entre-temps, le fils ayant vu que le 9 mm ne faisait rien, il était parti chercher le fusil de chasse de son père en calibre 7,62 qui est pour les non-initiés de la munition utilisée lors des guerres. Terry prit donc l'arme et tira une première balle qui toucha l'épaule du loup. Celui-ci recula un peu. Puis un second tir en pleine poitrine qui cette fois le traversa de part en part, projetant même en l'air une partie de chair lors de la sortie du projectile. Mais ce monstre, car on ne peut plus vraiment parler de loup, était encore sur ses 4 pattes et regarda fixement de ses yeux bleus les 3 hommes face à lui avant de repartir en trottinant. Ils le poursuivirent alors, mais le loup les distança. Ils suivèrent donc ses traces. Puis, après un bosquet, les traces disparurent. Il s'était comme volatilisé. Quelques jours plus tard, le loup réapparut, alors que Gwen ouvrait le portail du ranch. Celui-ci
s'approcha tranquillement de la voiture et elle constata que sa tête était même au niveau du toit. Elle vit aussi ce qui ressemblait à un énorme chien noir à la tête disproportionnée avant d'avoir trop peur et de s'enfuir à toute vitesse jusqu'à chez elle. Elle partit dès le lendemain au bureau de police de Fort Duquesne où elle se plaignit qu'il fallait interdire aux loups apprivoisés de divaguer en toute liberté dans le coin. Mais les policiers amérindiens répondirent qu'il n'y avait pas de loups apprivoisés dans le coin, et encore moins de loups géants. Eh bien, ils n'auront pas eu le temps de régler ce problème de loups géants, puisqu'ils seront vite confrontés à de nouveaux problèmes. Ce sont maintenant des objets qui se déplacent mystérieusement. Des courses qui viennent d'être rangées dans les placards sont de nouveau dans les sacs. Et les instruments de cuisine ou les serviettes changent de place toutes seules. L'extérieur de la maison n'est pas non plus laissé pour compte. Il faut savoir qu'il y a de petites écluses d'irrigation. Celles-ci sont ouvertes ou fermées, mais pas quand quelqu'un décide de le faire. Elles se font toutes seules. Il y a aussi des problèmes avec les machines. Les machines se déplacent toutes seules, du moins sont déplacées toutes seules. On ne les voit pas se déplacer, elles sont à d'autres endroits. On ne les avait pas mis là, elles sont à d'autres endroits. Notamment une foreuse qui est retrouvée dans un arbre. Et personne n'avait garé cette foreuse dans l'arbre. Le ciel a lui aussi son lot de folie, puisqu'il voit des nuages pourpres, troués de hublots, semblant donner des accès à une autre dimension. Des boules rouges volantes effraient le bétail, d'autres bleues, de taille d'une batte de baseball, dans laquelle deux fluides se mélangent, tournent autour d'eux et leur font ressentir une peur irrationnelle. De même, ce qui semble être un F-117, mais silencieux, lance des faisceaux lumineux dans tous les sens. Puis, un 4x4 qu'ils avaient pris en chasse, après qu'il soit entré sur le terrain sans autorisation, s'enfuit en sautant extraordinairement au-dessus de peupliers. On a vraiment touché le fond. Mais peut-être pas. Gwen voit un ovni en forme de frigo se poser. D'où sort un grand humanoïde, comme elle le décrit. Et il la regarde fixement à plus de 100 mètres de distance. Il y a aussi des bruits de ferraille venant des collines ou de la terre, c'est-à-dire sous leurs pieds. Bref, il y a à boire et à manger. C'est la fête à la saucisse. Mais tout ceci n'est rien à côté des mutilations des animaux. Ces pauvres bêtes sont soumises à des agresseurs inconnus. Ce n'est pas moins de 14 animaux qui sont mutilés, ou même volatilisés. Parfois, les vaches sont ouvertes chirurgicalement, vidées de leur sang et de certaines parties. Mais il n'y a jamais aucune trace de sang au sol. Le chupacabra ferait-il partie de la fête ? En tout cas, Terry en parle au policier du coin de la tribu Outé, qui lui explique que les phénomènes lumineux ont toujours existé, mais que les attaques sur les animaux ne datent que des années 60-70, et qu'il y avait peut-être une explication à tous ces phénomènes. Car pour eux, le ranch aurait été construite sur une terre maudite, car eux, les Outé et les Navarros, se seraient fait une guerre à coups de malédiction, et que les créatures qu'ils voient pourraient être ce qu'ils appellent Gi-Naldoshi, un skinwalker en anglais, un sorcier métamorphe extrêmement mauvais. D'où le nom du ranch. De même, les policiers lui parlent d'un ancien cimetière sur leur propriété, qui serait celui des Buffalo, des soldats afro-américains qui s'étaient installés sur les lieux et qui auraient pu pratiquer du vaudou ou une autre magie noire. Enfin, après tout ça, les Sherman n'étaient pas plus avancés, et peut-être encore plus inquiets. L'avenir était désormais incertain pour eux. Leur cheptel était en grande partie massacré, et il ne fallait plus qu'une petite goutte d'eau pour qu'ils ne lâchent l'affaire. Et ce fut le cas. Et pas une goutte, mais plutôt un océan qui leur tomba sur la tête, lorsqu'ils perdirent deux êtres qu'ils considéraient comme de la famille. Et c'est donc ce que je vais vous raconter qui marquera le coup d'arrêt de leur aventure au ranch. Un jour, alors qu'une boule bleue lui tournait autour, comme ça lui arrivait de temps en temps, comme pour le surveiller, Terry envoya ses deux chiens pour la faire fuir. Mais tout ne se passa pas comme prévu. En effet, la boule bleue partit derrière un buisson, et lorsque les chiens la rattrapèrent et quittèrent la vue de Terry, ils poussèrent des hurlements horribles et bref,
Il courut alors les aider et il les retrouva. Mais pas comme ils devaient être. Ils étaient réduits à un tas de graisse calcinée, avec par-ci par-là quelques poils. C'est donc tout ce qui restait de ces chiens. Et c'en était trop. Le ranch fut donc vendu en 1996, soit 18 mois après son achat. Mais pas à n'importe qui, car au même moment, un certain Robert Bigelow, promoteur immobilier, souhaitant canaliser des fonds vers la recherche d'événements paranormaux, avait fondé un an plus tôt le NDIS, soit l'Institut national des sciences et de la découverte en français. L'Institut n'était pas encore fixé, et il eut connaissance des nombreux phénomènes ainsi que de la mise en vente du site. Forcément, Robert, voyant le lieu idéal pour ses études, et celle du NDIS, il le racheta pour 200 000 $ et y installa une petite base avancée avec un bungalow et de nombreux équipements de mesure et de surveillance. À partir de là, les choses deviennent plus floues. Apparemment, les phénomènes n'étaient pas à la hauteur des espérances du NDIS, et il quitta les lieux en 2004, après un étrange sabotage des caméras de surveillance où elles se seraient toutes seules éteintes en même temps, et les enregistreurs auraient été volés, disparus. L'équipe d'astreinte serait arrivée très rapidement sur les lieux, mais n'aurait trouvé personne. Mais étrangement, en 2017, avec la déclassification des dossiers secrets du gouvernement américain, on découvre que le AATIP, le programme d'identification aérospatiale des menaces avancées, financé par le gouvernement américain, aurait en fait pris la relève du NDIS en 2007. Mais les résultats en eux-mêmes sont encore classés secrets. Dans tous les cas, le ranch se revend en 2016 à 4,5 millions de dollars. Rappelez-vous qu'il s'était vendu une bouchée de pain en 1994, puis 200 000 $ en 1996, pour finir à ce prix-là en 2016. Le tout à une société écran nommée Adamantium, qui appartient en fait à Brandon Frugal, un magnat d'immobilier américain. Depuis, le ranch a été complètement fermé et sécurisé. Maintenant, étrangement ou pas, il y a aussi une émission télévisée qui se passe sur les lieux. Et elle est toujours en cours de diffusion sur History Channel. J'ai un peu regardé, c'est pas trop mal, ça se laisse regarder. Maintenant, ça reste de la série américaine pour moi. Les choses qu'ils filment ou les mesures étranges qu'ils y prennent sont forcément à prendre avec des pincettes. Mais surtout, ça laisse une question et chacun y trouvera sa réponse. Ce que je me demande, après tout ce que je viens de vous raconter, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est si la valeur de ce lieu est indexée sur les phénomènes qui s'y passeraient ou bien plutôt sur le récit, c'est-à-dire sur l'histoire et la notoriété de ces phénomènes. Avant de terminer, je vais relever une anecdote. Le NDIS avait fait appel à 5 médiums pour qu'ils donnent leur avis à distance grâce à une carte. L'un a parlé d'un lieu à vortex interdimensionnel, un autre qu'il y aurait une base secrète, et les 3 autres quasiment la même chose en expliquant qu'il y avait comme un sous-sol avec beaucoup de machines électroniques à l'intérieur. Cela fait donc écho à la clause qui stipulait au Sherman qu'il ne pouvait pas creuser ni terrasser. Après tout, c'est peut-être la chose la moins étrange de toute cette histoire. Ça me fait penser à un genre de Stargate Command qui serait caché en dessous. Bon bah voilà, je vous laisse avec tout ça, tous ces mystères. Ce n'a pas été un sujet facile, c'est pour cela que je me suis diversifié avec beaucoup de sources. Je me suis d'ailleurs contenté de la belle histoire, car il y a comme dans toute histoire paranormale des détracteurs et une contre-enquête, avec notamment l'un des fils Myers qui explique que la clause au contrat n'était pas qu'il ne fallait pas creuser, mais qu'il gardait des droits sur le pétrole qui pourrait y être trouvé. Enfin, il y a de quoi faire un épisode spécial contradictoire, et ça ne m'étonne pas du tout. Comme toujours, je suis content de vous avoir raconté cette nouvelle histoire, j'espère que vous l'aurez appréciée, et je vous dis à bientôt. Ciao! Watch how she moves. It's interesting. Now you see the cow starts to get up. And I'm going to do this very slowly, frame by frame, so we can watch what's happening with her.
So here, I can't help but also notice that there's something happening here. Yo,